Bonjour à tous, derrière ce titre un chouïa pompeux, comprendre la bande dessinée, se trouve une volonté de ma part de tenter de mieux comprendre ce médium. Bien que lisant et dessinant des BD depuis presque toujours, ce n'est que récemment que j'ai voulu conscientiser la manière dont se structure une BD. Cela vient aussi d'une certaine insatisfaction que j'ai en écoutant ou lisant la majorité des critiques de BD, qui se limitent souvent à parler de l'histoire en soi et du dessin, mais rarement de la narration mise en place par le format BD, et plus précisément de sa mise en scène. C'est à force de regarder des vidéos parlant de cinéma, comme Le Fossoyeur de film ou Every Frame a Painting, qui analysent principalement les films du point de vue de la mise en scène. C'est de là que ressortent presque toujours les points les plus intéressants, car ça parle directement de ce qu'est le langage du cinéma et donc de sa nature profonde. Cet apprentissage que j'ai entamé pour mieux comprendre la BD est également un certain aveu d'échec de ma part. Bon, je ne suis pas non plus totalement ignare des mécanismes de narration d'une BD, mais l'envie de conscientiser, rendre tangible l'immense pan de théorie qu'il y a derrière l'analyse d'un média comme la BD est quelque chose qui me trotte de plus en plus dans la tête. La BD a cela de bien qu'elle peut se comprendre de manière très instinctive, comme on peut être un bon musicien et ne pas connaître le solfège. Mais j'en suis venu à vouloir posséder plus de clés de compréhension, surtout pour m'ouvrir la capacité de lire et surtout relire des BD autrement. Car nous allons le voir ici, la BD est un monde de l'invisible et possède beaucoup de trésors cachés que seule l'intuition ne peut pas débusquer. Pour commencer, j'ai lu plusieurs bouquins de théorie de la BD, mais je vais présenter ici un seul livre qui est un grand classique. L'art invisible de l'américain Scott McCloud ou Understanding Comics dans sa version originale. C'est une œuvre fondatrice, très riche en analyse et ouverture. Le but ici n'est pas tant de faire un travail de vulgarisation, vu que c'est un livre très accessible et très didactique, mais je veux proposer de condenser les propos de McCloud dans une vidéo, car je pense qu'en multipliant les manières de présenter un sujet, cela peut aider à mieux l'assimiler. Le temps de cette vidéo, mettons de côté nos différents acquis sur la bande dessinée. Que l'on ne lise que Astérix, Dragon Ball ou Batman apporte peu. C'est le médium BD sur lequel on va s'attarder en tant que tel, car les œuvres représentatives ou non de la BD, trop bien ancrées dans notre inconscient, peuvent obstruer et limiter la vision que l'on a de ce type d'art bien particulier. Pour ce faire, Scott McCloud commence par proposer de définir ce qu'est la bande dessinée, par une rapide dialectique où il va pousser dans ses retranchements une définition formelle et pratique du médium. Images picturales et autres, volontairement juxtaposées en séquence, destinées à transmettre des informations et ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur. Notez qu'il n'y est fait ni mention de phylactères, ni de cases, qui sont pourtant des éléments qui sont souvent centraux dans une BD, mais pas pour autant indispensables à une définition précise. Précision par laquelle McCloud exclut le dessin animé, dans lequel les images se succèdent sans se juxtaposer. De la même idée, une image seule, qu'elle soit narrative ou non, n'est pas de la BD, car isolée et par conséquent, elle n'est pas non plus juxtaposée. Avec sa définition, il nous démontre cependant que l'humain utilise ce moyen d'expression depuis au moins environ 3000 ans, ce qui nous ramène à l'époque de la 18e dynastie égyptienne. Avec un œil neuf, on peut alors étendre une analyse de diverses œuvres comme étant des ancêtres de la BD moderne, et ce à travers le monde et les époques. Donc il y a à la fois des personnages, il y a des glyphes qui représentent des lieux, des toponymes, et il y a des dates de calendrier, ce qui indique bien qu'on est dans un système d'histoire. Cette définition est une ouverture, et on peut s'étonner de découvrir ce procédé d'art séquentiel à travers la peinture ou la gravure, quand le créateur réalise une série d'images narratives pensées pour être placées et regardées dans un ordre précis. Encore plus largement, on peut englober un certain nombre de pratiques modernes que l'on n'appellerait pas forcément de prime abord de la BD, mais qui en utilisent pourtant de manière exclusive le langage très précis que nous fournit cette définition. En fin de compte, cette définition est une porte d'entrée pour penser et observer la BD avec une plus grande largesse d'esprit et en démontre donc la richesse, parfois oubliée, mais encore aussi inexploitée. Nous sommes plongés dans une culture du dessin. Ces dessins sont des icônes et représentent le monde tel qu'on peut le percevoir, que cela soit formellement ou idéologiquement. Il y a les images représentant plus ou moins les choses telles qu'elles sont, et d'autres représentant une idée, un symbole. Les deux critères peuvent bien sûr se recouper selon le cas. Par facilité, on peut appeler plus largement l'ensemble de ces catégories d'images des icônes, qui peuvent donc aussi bien représenter une personne, un lieu, une chose ou une idée. L'humain a cette particularité de pouvoir percevoir le monde de manière abstraite. Lorsque l'on imagine quelque chose de figuratif, il est toujours très simplifié. Il se représente à nous plus dans l'idée de ce qu'il est que ce qu'il est réellement d'un point de vue physique. L'idée d'une voiture, l'idée d'un volant, tous deux comme prolongement de nous-mêmes,
et enfin l'idée de soi vis-à-vis de notre perception directe qui se fait à travers nos yeux. Le dessin que McCloud appelle cartoon se positionne alors à l'opposé du dessin réaliste. Le cartoon, de par son niveau d'abstraction, nous offre un visuel du monde des idées, de notre monde intérieur. Le réalisme, quant à lui, nous offre un rendu du monde perceptible, tel qu'il se présente à nous à travers nos yeux d'humains. Je voudrais tout de même nuancer les notions de perception et réalisme, car il y a toujours une part de subjectivité, même dans un dessin dit réaliste, qui reste une représentation du réel du point de vue d'un être humain, et cette image sera elle-même perçue par un être humain possédant ses propres biais. Par exemple, une photo peut tout de même être chargée en idées et symboles, et avoir une perception non réaliste malgré sa forme. Dans une BD, un dessin peut donc être employé pour atteindre différents buts, selon ce que l'auteur veut faire ressentir au lecteur. Prenons un exemple. Un personnage auquel on s'identifie, parcourant un monde réaliste riche et complexe, au sein duquel il peut se réapproprier un objet qu'il fera sien et via lequel sa personnalité en sera transformée et la vision qu'en aura le lecteur changée. L'auteur, par le style de dessin qu'il emploie, raconte quelque chose sur sa perception du monde et ce qu'il cherche à exprimer à travers sa BD. On peut simplifier cela en attribuant des catégories d'intention selon le dessin utilisé, même s'il est toujours à nuancer bien sûr. On évalue le niveau d'abstraction de la réalité selon si le dessin est réaliste ou iconique. Cette abstraction peut encore s'accentuer par le texte, qui est composé de symboles que l'on lit et qui nous offre une perception de la réalité, là où l'image est beaucoup plus directe dans sa démonstration et moins sujette à l'interprétation. Cette capacité d'abstraction est une clé de compréhension pour appréhender la BD, car elle est présente non seulement dans l'image isolée en soi, mais aussi dans la juxtaposition de séquences par les fameuses ellipses. Nous allons définir l'ellipse de cette manière, phénomène qui consiste à n'observer que des fragments tout en comprenant une totalité. Le principe de l'ellipse, c'est le cœur de la BD, et des ellipses on en vit au quotidien. On ne voit constamment que des fragments de choses, mais on les recompose dans le même temps en un tout cohérent. Fort de cette expérience, nous sommes capables de lire une BD. Nous savons que le monde ne s'arrête pas aux bordures de la case, et plus important encore, nous recomposons l'apparent vide entre chacune d'elles. La bande dessinée est une ellipse dans laquelle le lecteur agit activement et volontairement pour la faire fonctionner. Ce principe demande au lecteur un investissement personnel et il construit le récit en même temps qu'il le parcourt. En nous balançant constamment entre le visible et l'invisible, l'imagination est toujours motrice lors de la lecture d'une BD. Ce principe de l'ellipse et de sa mise en scène globale offre un mode d'expression unique qui va plus loin que si la BD n'était que la somme du dessin et de l'écriture. De par cette perception, on peut considérer le dessin, et plus largement l'icône, comme le vocabulaire de la BD, et l'ellipse sa grammaire. Ce langage de l'ellipse, nous pouvons l'analyser selon la grille proposée par Scott McCloud, qui définit 6 figures de style elliptique. Le premier type d'enchaînement, appelé de moment à moment, fait appel à des ellipses très courtes. D'action à action, où l'on voit un personnage au cours d'une action en train de se dérouler. De sujet à sujet, où il y a un changement de focalisation à l'intérieur du même thème. Cette catégorie nécessite que le lecteur établisse des rapports entre les cases pour que leur suite ait un sens. De scène à scène, où un raisonnement déductif est souvent indispensable pour comprendre les enchaînements. Ici, les cases ont des contenus très éloignés de l'espace ou le temps. De point de vue à point de vue, qui évacue en grande partie la notion du temps qui passe et promène le regard sur différents aspects d'un endroit, d'une idée, d'une atmosphère. La solution de continuité, où deux cases sont juxtaposées sans aucun rapport logique entre elles. Cette identification de différentes ellipses nous offre une grille d'analyse pour mieux comprendre une BD, dans quel courant elle s'inscrit et son type de narration. Typiquement, McCloud établit des schémas et on peut y voir la similarité générale entre certains auteurs américains et franco-belges, tandis que chez des auteurs japonais, une autre tendance se démarque. On pourrait faire le même exercice chez chaque auteur pour mieux comprendre certaines de ses spécificités. Une autre particularité de la BD est sa manière de représenter le temps, qui est ici complètement fusionnée avec la notion d'espace. Dans une BD, le temps s'écoule de manière linéaire de gauche à droite, mais pas à un flux constant. Au sein d'une même case, tous les protagonistes ne sont pas situés sur le même moment que les autres. Ceux de gauche exécutent leur action avant ou simultanément vis-à-vis de ceux de droite, et le temps qui leur est imparti est déterminé par les dites actions, mais aussi par le lecteur qui évaluera ça inconsciemment. De la même façon, d'une case à l'autre, le temps écoulé est défini par la case qui la suit.
cela peut être volontairement dirigé par l'auteur ou laissé entièrement à la libre interprétation du lecteur, alors livré à lui-même. On peut donc voir que le rôle premier des cases est de délimiter le nombre de séquences et en donner une première indication temporelle. Mais dans certains cas, elles sont aussi des figures de style pouvant influer sur l'émotion du lecteur. Par ailleurs, l'action, comme la contemplation, peut être amenée par le nombre de cases et les dessins qui s'y trouvent. Pour représenter le temps qui s'écoule sur une image fixe, les auteurs de BD se sont inspirés de peintres et de photographes pour inventer des codes qui leur sont propres. Les fameuses lignes de mouvement, aujourd'hui banales de la BD, sont un moyen astucieux et esthétique de dessiner le déroulement de l'espace-temps dans une case. Cette problématique de devoir constamment représenter le temps dans une image est une caractéristique ancrée dans l'ADN du dessin de bande dessinée, qui se différencie souvent par cela de beaucoup d'autres arts graphiques. En plus des lignes de mouvement, la mise en scène des cases peut être utilisée pour représenter ces notions de temps, avec par exemple le polyptyque, ou encore en faisant appel à la mémoire du lecteur. La représentation stylistique du mouvement peut aussi bien être visible comme invisible au sein de la logique du graphisme. Pour donner un exemple qui se situe dans un autre registre que les lignes de mouvement, certains codes sont là pour montrer une émotion. Ces codes sont des données visuelles perçues par les protagonistes du récit comme par le lecteur. Dans leur prolongation, ces codes peuvent devenir des symboles, des métaphores invisibles représentant l'état d'un personnage ou d'un objet. Scott McCloud développe cette idée plus loin en revenant à l'invention de l'écriture. De manière pratique, quand il fallait représenter par exemple de la marchandise, on le dessinait via une image stylisée. Au fil du temps, ces icônes sont devenues de plus en plus abstraites pour ne plus représenter que le son lié à ce qu'ils symbolisent, le visible vers l'invisible. Cette écriture se présente de façon figurative, c'est-à-dire au lieu d'avoir des signes conventionnels, comme nous utilisons, des signes d'alphabet, on utilise la figuration, qui peut être la figuration humaine, la figuration animale, ou même des symboles. Et cette écriture est idéographique, c'est-à-dire ce qui est écrit, c'est une idée, et non pas une langue. Voilà, c'est ça. Par exemple, quand nous traçons sur un papier le chiffre 2, on peut le lire dans n'importe quelle langue. Ça peut être tout, ça peut être deux, ça peut être zwei. Voilà, c'est le même principe. C'est ce qu'on appelle l'idéographie. Donc, ils ont fait le choix de l'idéographie parce qu'il y avait plusieurs langues parlées sur le même territoire. C'est-à-dire qu'on pouvait, à partir d'un même texte, le lire de façon très différente, mais avec le même sens. On peut dire ça. Voilà, on accédait directement au sens et chacun pouvait le phonétiser dans sa langue. Donc si c'était des Mixtèques, ils le phonétisaient en Mixtèque, si c'était des Nawa en Nawa, etc. Chacun pouvait lire dans sa langue. D'ailleurs, pour représenter un son, l'icône la plus répandue en BD est la phylactère, ou plus couramment appelée bulle. Sa forme, tout comme le lettrage utilisé, peut définir un ton ou une émotion spécifique. A noter également que certains symboles sont utilisés pour représenter ce qui ne pourrait pas être mis en mots. Là où dans certaines civilisations, le dessin et l'écriture continuaient d'être intimement liés, dans la culture occidentale, depuis les enluminures, le dessin et l'écriture ont globalement évolué séparément, à la recherche de buts différents. Décrire le réel tangible ou les émotions par le figuratif ou l'abstrait, les deux modes d'expression ont mis du temps à se réunir pour former un genre cohérent de la forme que l'on connaît aujourd'hui. C'est à la première moitié du 19e siècle, en Europe, avec Rodolphe Töpffer, que la BD moderne commence à prendre forme, avec l'utilisation du dessin et de l'écriture comme deux entités interdépendantes. Pour analyser les différents rapports possibles entre le dessin et l'écriture, McCloud établit 7 catégories possibles. D'abord, il y a les combinaisons qui reposent sur un texte autosuffisant, où les images n'ont qu'une fonction illustrative. Ensuite, il y a des combinaisons qui reposent sur les images, où le texte n'est guère plus que la bande-son d'une séquence essentiellement visuelle. Il y a aussi les cases redondantes, dans lesquelles le texte et le dessin envoient le même message. Une autre variété est la combinaison additionnelle, dans laquelle le texte amplifie ou précise le message du dessin, ou inversement. Dans les combinaisons parallèles, les mots et les dessins semblent suivre chacun leur cours, sans se croiser. Dans le montage, le texte est traité comme partie intégrante de l'image. Et enfin, il y a le rapport texte-image interdépendant, qui est la combinaison la plus courante de la bande dessinée. Là où les deux modes d'expression nous font passer une idée qu'aucun d'eux ne serait capable de véhiculer à lui seul. C'est via ce rapport d'interdépendance que la bande dessinée exploite tout son potentiel.
A partir de tout cela, MacLeod nous livre un point essentiel. La BD est un art de l'invisible, dans sa manière de représenter les sensations et les émotions. Ce que l'on voit en tant que lecteur n'est que rarement ce que l'on reçoit tel quel. À travers les ellipses et de l'analyse des formes de l'encre sur le papier, ce que l'on reçoit est ce que l'on donne, ce que l'on prête à l'image. C'est une forme de narration très vaste, au passé riche, encore incomplet, de la vision que l'on peut en avoir et possédant un potentiel infini, si on ne se limite pas à la vision de la BD par les œuvres seules, mais avec les possibilités du média en soi. Nous entreprenons une double relation d'intimité en lisant une BD, qui mélange la variété et la souplesse de notre vaste culture de l'image et le rapport intime du lecteur avec l'écriture. Un avantage certain de la BD en tant que média de masse est qu'il peut être réalisé avec très peu de moyens, par potentiellement une seule personne qui doit faire face à des obstacles moins pénibles que par exemple un réalisateur de film pour aboutir à une œuvre finie. Il suffit pour cela d'une première impulsion. Pour approfondir le sujet, je vous conseille bien sûr la lecture, voire la relecture du livre de Scott MacLeod, car je n'ai pas abordé ici tous les aspects de son livre L'Art Invisible, et c'est un sujet vraiment très riche, long à assimiler. Je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.